Mort du dernier écrivain par Maurice Blanchot, texte issu du livre Le livre à venir. On peut rêver au dernier écrivain avec qui disparaîtrait, à l'insu de tous, le petit mystère de l'écriture. Pour donner un peu de fantastique à la situation, on peut imaginer que ce Rimbaud, encore plus mythique que le véritable, entend se taire en lui cette parole qui meurt avec lui. On peut enfin supposer que serait, d'une certaine manière, perçue dans le monde et dans le cercle des civilisations cette fin sans appel. Qu'en résulterait-il? Apparemment, un grand silence. C'est ce qu'on dit poliment lorsque quelque écrivain disparaît. Une voix s'est tue, une pensée s'est dissipée. Quel silence donc, si plus personne ne parlait de cette manière éminente qu'est la parole des œuvres accompagnées de la rumeur de leur réputation. Revenons à cela. De telles époques ont existé, existeront, de telles fictions sont réalité à certains moments dans la vie de chacun de nous. À la surprise du sens commun, le jour où cette lumière s'éteindra, ce n'est pas par le silence, mais par le recul du silence, par une déchirure de l'épaisseur silencieuse, et à travers cette déchirure, l'approche d'un bruit nouveau, que s'annoncera l'air sans parole. Rien de grave, rien de bruyant, à peine un murmure, et qui n'ajoutera rien au grand tumulte des villes dont nous croyons souffrir. Son seul caractère, il est incessant. Une fois entendu, il ne peut cesser de l'être, et comme on ne l'entend jamais vraiment, comme il échappe à l'entente, il échappe aussi à toute distraction, d'autant plus présent qu'on s'en détourne. Le retentissement par avance de ce qui n'a pas été dit et ne le sera jamais. La parole sécrète sans secret. Cela n'est pas un bruit, quoique, à son approche, tout devienne bruit autour de nous, et il faut se rappeler que nous ignorons aujourd'hui ce que serait un bruit. C'est plutôt une parole. Cela parle, cela ne cesse de parler, c'est comme le vide qui parle, un murmure léger, insistant, indifférent, qui sans doute est le même pour tous, qui est sans secret et qui pourtant isole chacun, le sépare des autres, du monde et de lui-même, l'entraînant par des labyrinthes moqueurs, l'attirant sur place toujours plus loin, par une fascinante répulsion, au-dessous du monde, commun des paroles quotidiennes. L'étrangeté de cette parole, c'est qu'il semble qu'elle dise quelque chose, alors qu'elle ne dit peut-être rien. Bien plus, il semble qu'en elle la profondeur parle, et l'inouï se fasse entendre. À chacun, quoiqu'elle soit étonnamment froide, sans intimité et sans bonheur, elle semble dire ce qui pourrait lui être le plus proche, si seulement il pouvait la fixer un instant. Elle n'est pas trompeuse, car elle ne promet et ne dit rien, parlant toujours pour un seul, mais impersonnel, parlant tout au-dedans, mais c'est le dehors même, présente dans le lieu unique où, l'entendant, l'on pourrait tout entendre, mais c'est nulle part, partout. Et silencieuse, car c'est le silence qui parle, qui est devenu cette fausse parole qu'on n'entend pas, cette parole sécrète sans secret. Comment la faire taire? Comment l'entendre? Ne pas l'entendre. Elle transforme le jour en nuit, elle fait des nuits sans sommeil un rêve vide et perçant. Elle est au-dessous de tout ce qu'on dit, derrière chaque pensée familière, submergeant, engloutissant, quoique imperceptible, toutes les honnêtes paroles d'hommes, entiers dans chaque dialogue, en écho face à chaque monologue. Et sa monotonie pourrait faire croire qu'elle règne par la patience, qu'elle écrase par la légèreté, qu'elle dissipe et dissout toute chose comme le brouillard, détournant les hommes du pouvoir de s'aimer, par la fascination sans objet qu'elle substitue à toute passion. Qu'est-ce donc? Une parole humaine? Divine? Une parole qui n'a pas été prononcée et qui demande à l'être?
Est-ce une parole morte, sorte de fantôme, doux, innocent et tourmenteur, comme le sont les spectres? Est-ce l'absence même de toute parole qui parle? Personne n'ose en discuter, ni même y faire allusion. Et chacun, dans la solitude dissimulée, cherche une façon propre de la rendre vaine, elle qui ne demande que cela, être vaine, et toujours plus vaine, c'est la forme de sa domination. Un écrivain est celui qui impose silence à cette parole, et une œuvre littéraire est, pour celui qui sait y pénétrer, un riche séjour de silence, une défense ferme et une haute muraille contre cette immensité parlante qui s'adresse à nous, en nous détournant de nous. Si dans ce Tibet imaginaire, où ne se découvriraient plus sur personne les signes sacrés, toute littérature venait à cesser de parler, ce qui ferait de faux, c'est le silence. Et c'est ce défaut de silence qui révélerait peut-être la disparition de la parole littéraire. Devant toute grande œuvre d'art plastique, l'évidence d'un silence particulier nous atteint comme une surprise qui n'est pas toujours un repos. Un silence sensible, parfois autoritaire, parfois souverainement indifférent, parfois agité, animé et joyeux. Et le livre véritable est toujours un peu statue. Il s'élève et s'organise comme une puissance silencieuse qui donne forme et fermeté au silence et par le silence. On pourrait objecter que dans ce monde où soudain manquera le silence de l'art et où s'affirmera la nudité obscure d'une parole nulle et étrangère, capable de détruire toutes les autres, il y aura encore, s'il n'y a plus d'artistes ni d'écrivains nouveaux, le trésor des œuvres anciennes, l'asile des musées et des bibliothèques, où chacun pourra clandestinement venir chercher un peu de calme et d'air silencieux. Mais il faut bien supposer que le jour où la parole errante s'imposera, nous assisterons à un dérèglement très particulier de tous les livres, à une reconquête, par elle, des œuvres qu'il avait, à un instant, maîtrisées et qui sont toujours plus ou moins ses complices car elle est leur secret. Il y a dans toute bibliothèque bien faite un enfer où demeurent les livres qu'on ne doit pas lire. Mais il y a dans chaque grand livre un autre enfer, un centre d'illisibilité où veille et attend la force retranchée de cette parole qui n'en est pas une, douce haleine du ressassement éternel. De sorte que le maître de ce temps, comme il n'est pas très hardi de l'imaginer, ne songeront pas à s'abriter à Alexandrie, mais à vouer sa bibliothèque au feu. Sûrement, un grand dégoût des livres envahira chacun. Une colère contre eux, une détresse véhémente, et cette violence misérable qu'on observe dans toutes les périodes de faiblesse qui appellent la dictature. Le dictateur. Le dictateur, nom qui fait réfléchir. Il est l'homme du dictare, de la répétition impérieuse, celui qui chaque fois que s'annonce le danger de la parole étrangère, prétend lutter contre elle par la rigueur d'un commandement sans réplique et sans contenu. Et en effet, il semble son adversaire déclaré. À ce qui est murmure sans limite, il oppose la netteté du mot d'ordre. À l'insinuation de ce qui ne s'entend pas, le cri péremptoire. À la vagabonde plainte de spectre de Hamlet, qui sous la terre, vieille taupe, de ci, de là, erre son pouvoir et son destin, il substitue la parole fixée de la raison royale, qui commande et jamais ne doute. Mais ce parfait adversaire, l'homme providentiel, suscité pour couvrir par ses cris et ses décisions de fer le brouillard de l'ambiguïté de la parole spectrale, n'est-il pas en réalité suscité par elle? N'est-il pas sa parodie, son masque plus vide encore qu'elle, sa réplique mensongère, quant à la prière des hommes fatigués et malheureux, pour fuir la terrible rumeur de l'absence, terrible mais non trompeuse,
On se tourne vers la présence de l'idole catégorique qui ne demande que la docilité et promet le grand repos de la surdité intérieure. Ainsi, les dictateurs viennent-ils prendre naturellement la place des écrivains, des artistes et des hommes de pensée. Mais, alors que la parole vide du commandement est le prolongement, effrayé et menteur, de ce que l'on préfère entendre hurler sur les places publiques, plutôt que d'avoir à l'accueillir et à l'apaiser en soi par un grand effort personnel d'attention, l'écrivain a une toute autre tâche et aussi une toute autre responsabilité, celle d'entrer, plus que personne, en un rapport d'intimité avec la rumeur initiale. C'est à ce prix seulement qu'il peut lui imposer silence, l'entendre dans ce silence, puis l'exprimer après l'avoir métamorphosé. Il n'y a pas d'écrivain sans une telle approche, et sinon subit fermement l'épreuve. Cette parole non parlante ressemble beaucoup à l'inspiration, mais elle ne se confond pas avec elle. Elle conduit seulement à ce lieu unique pour chacun, l'enfer où descendit Orphée, lieu de la dispersion et de la discordance, où tout à coup, il faut lui faire face et trouver en soi, en elle et dans l'expérience de tout l'art, ce qui transforme l'impuissance en pouvoir, l'horreur en chemin et la parole non parlante en un silence à partir duquel elle peut vraiment parler et laisser parler en elle l'origine, sans détruire les hommes. La littérature moderne. Ce ne sont pas choses simples. La tentation qu'éprouve aujourd'hui la littérature de se rapprocher toujours plus du murmure solitaire est liée à bien de causes, propres à notre temps, à l'histoire, au mouvement même de l'art, et elle a pour effet de nous faire presque entendre, dans toutes les grandes œuvres modernes, ce que nous serions exposés à entendre si tout à coup il n'y avait plus d'art ni de littérature. C'est pourquoi des œuvres sont uniques, pourquoi aussi elles nous paraissent dangereuses, car elles sont nées immédiatement du danger, elles l'enchantent à peine. Il y a assurément bien des moyens, autant que d'œuvres et de styles d'œuvres, de maîtriser la parole du désert. La rhétorique est l'un de ces moyens de défense, efficacement conçu et même diaboliquement agencé pour conjurer le péril, mais aussi le rendre nécessaire et pressant au point juste où le rapport avec lui peuvent devenir légers et profitables. Mais la rhétorique est une protection si parfaite qu'elle oublie en vue de quoi elle s'est organisée. Non seulement pour repousser, mais attirer, en la détournant, l'immensité parlante, pour être une avancée au milieu de l'agitation des sables, et non pas un petit rempart de fantaisie que viennent visiter le promeneur du dimanche. On remarquera que certains grands écrivains ont je ne sais quoi de péremptoire dans la voix, à la limite du tremblement et de la crispation qui évoque, dans le domaine de l'art, la domination du dictare. On dirait qu'ils se ramassent sur eux-mêmes et sur quelques croyances, sur leur conscience ferme, mais bientôt fermée et bornée, afin de prendre la place de l'ennemi qui est en eux et qu'ils assourdissent seulement par la superbe de leur langage, l'éclat de leur voix et le parti pris de leur foi, ou de leur manque de foi. D'autres ont ce ton neutre, cet effacement et cette transparence à peine ridée par laquelle ils semblent offrir à la parole solitaire une image maîtrisée de ce qu'elle est, et comme un miroir glacé, pour qu'elle soit tentée de s'y réfléchir, mais souvent le miroir reste vide. Admirable Michaud, il est l'écrivain qui, au plus près de lui-même, s'est uni à la voix étrangère, et il lui vient de soupçon qu'il a été pris au piège, et que ce qui s'exprime ici avec le soubresaut de l'humour, ce n'est plus sa voix, mais une voix qui imite la sienne. Pour la surprendre, la ressaisir, il a les ressources d'un humour redoublé, une innocence calculée, les détours de ruse, des reculs, des abandons, et au moment où il périt,
la pointe soudaine, acérée, d'une image qui perce le voile de la rumeur. Combat extrême, victoire merveilleuse, mais inaperçue. Il y a aussi le bavardage, et ce qu'on a appelé le monologue intérieur qui ne reproduit nullement, on le sait bien, ce qu'un homme se dit à lui-même, car l'homme ne se parle pas, et l'intimité de l'homme est non pas silencieuse, mais le plus souvent muette, réduite à quelques signes espacés. Le monologue intérieur est une imitation fort grossière et qui n'en imite que le trait d'apparence, du flux ininterrompu et incessant de la parole non parlante. Ne l'oublions pas, la force de celle-ci est dans sa faiblesse. Elle ne s'entend pas, c'est pourquoi on ne cesse de l'entendre. Elle est aussi près que possible du silence, c'est pourquoi elle le détruit complètement. Enfin, le monologue intérieur a un centre, ce « je » qui ramène tout à lui, alors que l'autre parole n'a pas de centre, elle est essentiellement errante et toujours au dehors. Il faut lui imposer silence. Il faut la reconduire vers le silence qui est en elle. Il faut qu'un instant elle s'oublie, afin de pouvoir naître, par une triple métamorphose, à une parole véritable, celle du livre, dira Mallarmé.